Aujourd'hui, on continue avec la saison 5 de la série télévisée Teen Wolf. Attention aux spoilers, restez vigilants. Cette nouvelle saison s'ouvre sur une période charnière pour Scott et sa meute, alors qu'ils s'apprêtent à entrer en terminale, un moment censé être rempli de promesses d'avenir. Mais à Beacon Hills, rien n'est jamais simple. De nouvelles forces obscures émergent, et les mystérieux Dread Doctor commencent à semer le chaos avec leur création terrifiante, les chimères. Pendant ce temps, un ancien camarade, Theo, refait surface, prétendant vouloir rejoindre la meute de Scott. Mais peut-on vraiment lui faire confiance? En parallèle, Lydia se retrouve dans une situation critique, confinée à Ancient House, où elle devra puiser dans ses pouvoirs de Banshee pour survivre. Quels secrets les Dread Doctor cachent-ils? Comment Scott et ses amis affronteront-ils ces nouvelles menaces? Et que réserve l'avenir pour cette meute de héros? Pour ceux qui n'ont pas encore vu les saisons précédentes, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans les commentaires pour vous rattraper. Restez avec moi pour plonger dans cette saison 5 intense et pleine de suspense. La scène se déplaça vers l'hôpital Ancient House où Lydia est confinée à cause de sa maladie mentale. À l'intérieur de l'hôpital, une infirmière se tient à côté de Lydia pour la surveiller en train de se doucher. Après un bon moment, l'infirmière regarde sa montre et dit à Lydia que c'est bon qu'elle reste trop longtemps, mais Lydia ne répond pas. Ensuite l'infirmière réplique en disant qu'elle ne croit pas à sa maladie mentale, et comme Lydia ne répondait toujours pas, elle se précipite vers elle en appelant son nom, mais toujours aucune réponse. Elle lui demande de la regarder, mais Lydia est inconsciente et ne réagit pas. Elle est ensuite conduite vers sa cellule à travers un couloir, où il y a d'autres détenus également. Une fois dans sa cellule, l'infirmière dit au docteur d'augmenter sa dose de vaccin à 3 mg avant de partir. Le docteur s'approche de Lydia, lui injecte une aiguille dans la main pour vérifier une réaction, mais il n'en obtient aucune. Troublé, il déclare qu'il ne trouve pas de veine. Il tente à nouveau, enfonçant complètement l'aiguille, mais Lydia reste insensible. Le docteur décide alors de viser une veine plus large. Juste avant qu'il ne lui injecte l'aiguille dans le cou, Lydia se redresse soudainement et pousse un cri puissant. Son cri de Banshee neutralise le docteur. Lydia se lève, ouvre la porte et se dirige vers la sortie. Là, un garde essaie de l'arrêter mais elle arrive à le maîtriser rapidement et le met à terre. Quant au second garde, elle utilise la puissance de son cri pour la maîtriser, puis continue sa fuite et se dirige vers la sortie de l'hôpital. Une fois dehors, d'autres gardes commencent à l'encercler. Alors n'ayant pas d'autre choix, elle affronte le premier garde en lui, donnant un coup de pied et le projette au loin. Les deux autres gardes essaient de l'attaquer, mais Lydia utilise sa force surhumaine de Banshee pour les projeter rapidement au loin. Ensuite elle continue sa fuite en descendant des marches et croise l'un des frères jumeaux loup-garou qui marche vers lui en lui disant que son traitement n'est pas encore fini. En ce moment Lydia est un peu distraite et les gardes arrivent à le taser, ce qui l'affaiblit sur le champ. Elle essaie de se relever mais les gardes la retiennent, elle rétorque en disant qu'elle doit avertir ses amis parce qu'ils sont en danger. Pendant ce temps, Scott est avec Styles dans les bois. Ils discutent des prix des chambres étudiantes à louer près des universités. Scott trouve les loyers très chers, mais Styles remarque qu'ils sont proches des campus. Ils parlent de leur projet pour l'année de terminale et se demandent si cette année sera normale ou marquée par des événements surnaturels comme dans les saisons précédentes. Styles exprime son inquiétude. Cela fait un mois que personne n'a essayé de les tuer, ce qui est inhabituel. Pendant ce temps, leur troisième ami Liam est attaché à un arbre pour surpasser la pleine lune. Liam essaie de leur parler en disant que tout va bien, affirmant qu'il peut se contrôler. Scott hésite parce que lors de la dernière pleine lune, Liam avait fait des dégâts dans la ville. Avant de le détacher, Scott lui demande s'il a vraiment un contrôle total de la situation, et Liam lui confirme qu'il a un contrôle total et Scott finit par le détacher. Au poste de police, Parrish est chargé de faire plusieurs tâches à la fois, comme répondre au téléphone des clients et de vérifier le générateur qui produit de l'électricité pour satisfaire la population. Tout ce travail l'agace, car il estime que ce n'est pas son rôle. Il se plaint à son supérieur, le père de Styles, disant qu'il veut des tâches plus importantes. En même temps, le père de Styles lui tend un fiche de plainte de tapage et lui dit d'aller vérifier les lieux. Une fois arrivé sur le lieu, il s'introduit dans la maison sans savoir ce qu'il attend à l'intérieur. Tenant sa torche, il avance doucement en disant s'il y a quelqu'un à l'intérieur. En avançant doucement, il arrive à une impasse où un mur bloque le passage. Derrière ce mur, il attend du bruit. Il court rapidement chercher un piquant pour dégager le passage. Avec toute sa force, il essaie de briser le mur. Après 2 et 3 coups forts, un liquide rouge commence à jaillir du mur et s'éclate sur son visage. Dans un état brusque, une créature surnaturelle sort du mur et le soulève par son cou, et rugit comme un loup-garou. La créature déclenche ses griffes bleues et l'enfonce dans le ventre de Parrish, ce qui fait déclencher ses pouvoirs. En voyant ses yeux, la créature lui dit qu'il n'est pas un loup-garou, mais quelque chose, puis il la laisse tomber par terre. Ensuite, la créature réplique en disant qu'il va lui laisser la vie sauve s'il lui dit où se trouve Scott. Risquant toute sa vie,
Parrish lui répond en disant qu'il n'a jamais entendu parler de Scott. La créature avec toute sa rage déploie ses griffes et déchire la poitrine de Parrish puis s'en va. De leur côté, Scott, Styles et Liam se rendent à l'école pour participer à la cérémonie de gribouillage. Liam demande ce que cela signifie, et Styles lui explique que c'est une tradition réservée aux diplômés. Alors qu'ils sont en route, la voiture s'arrête soudainement. Scott et Styles descendent pour vérifier le problème, laissant Liam seul dans la voiture. En réparant la voiture, ils entendent un bruit électrique de coups de tonnerre tout proche d'eux. Pendant qu'ils cherchent à savoir ce que c'est, Liam a démarré la voiture et leur dit qu'ils doivent s'en aller. Au même moment, quelque part dans la ville, Malia et son père et les autres se sont mobilisés pour soulever un arbre abattu par le tonnerre pour libérer la route. Comme Malia est un loup-garou, elle seule arrive à soulever l'arbre juste avec une seule main, ce qui paraît bizarre à tout le monde. Après cela, elle et son père remarquent qu'ils n'y ont plus de réseau sur leur téléphone. Malia s'inquiète, mais son père la rassure qu'il va lui chercher un chauffeur pour qu'elle aille aussi à la cérémonie de gribouillage. Juste en ce moment, les trois garçons arrivent avec leur voiture pour l'amener à la cérémonie. Plus tard, Melissa rentre chez elle après un appel d'urgence à l'hôpital. Elle découvre que Scott n'est pas à la maison. Elle trouve une note indiquant qu'il est à l'école, mais s'inquiète de son absence. À son insu, la créature était présente dans la maison de Scott également. Après le départ de Melissa, la créature se rend aussi compte du message que Scott a laissé pour sa mère qu'il serait à l'école. Pendant ce temps, Kira revient d'un voyage avec ses parents. Leur voiture est bloquée à cause de la tempête, et elle essaie d'obtenir un signal pour appeler Scott, mais le réseau ne travaille pas. Quand elle rentre à nouveau dans la voiture, elle dit à ses parents qu'elle serait en retard à cause de leur arrêt, et sa mère lui demande ce qu'elle ira faire à l'école. Son père dit qu'il ne sait pas ce qu'est cette fête, mais ils écriront probablement leur nom sur quelque chose à l'école. Sa mère suggère que cela ressemble à du sabotage, mais Kira explique que ce n'est pas le cas, c'est une tradition pour marquer l'événement. Pendant ce temps, Scott arrive à l'hôpital avec Styles. Il lui dit qu'il ne parvient pas à joindre Kira. La mère de Scott arrive ensuite avec un patient accidenté sur la route de l'aéroport. Elle informe Scott qu'un camion renversé bloque toute la route. Scott décide alors d'aller chercher Kira lui-même et demande à Styles d'accompagner Malia au lycée puis s'en va. Parallèlement, un jeune homme est conduit par des policiers. Il semble être armé et dangereux, et le shérif demande à ce qu'il soit mis en détention. Pendant ce temps, Scott revient à la maison pour chercher sa moto avant d'aller chercher Kira. Quand il revient, il remarque le message qu'il a laissé pour sa mère était par terre, et des trucs étranges se passent dans la maison puis un tremblement s'ensuit. Parrish, de son côté, tente de contacter quelqu'un pour demander de l'aide. Lydia arrive et l'assiste. Le shérif et Melissa l'emmènent à l'hôpital pour le soigner. En discutant entre eux, Parrish se relève avec ses yeux brillants. Par peur, le shérif lui pointe son arme dessus pour se défendre dans le cas où Parrish perd le contrôle. Dans un moment de silence, la blessure de Parrish se guérit, et il révèle qu'il faut trouver Scott. Pendant ce temps, toujours coincée dans la voiture, Kira entend le bruit d'une moto s'approcher. Rapidement, elle sort de la voiture pour aller croiser son amant Scott qui roule à toute vitesse pour la retrouver. Dès qu'ils se retrouvent, vous-même vous le savez forcément, ils se sont embrassés sous la pluie. En ce moment, Parrish essaie d'expliquer à Melissa et le shérif ce dont la créature est capable de faire s'il arrive à retrouver Scott. Il leur dit que la création est capable de voler le pouvoir de toutes espèces qu'il trouve sur son chemin. Liam étant juste à côté, écoute toute l'explication de Parrish, puis s'en va par peur pour avertir Styles et Malia que Scott est en danger. Styles et Malia arrivent enfin au lycée et s'inquiètent pour le fait de ne pas pouvoir rejoindre Scott et Kira. Les autres étudiants aussi arrivent à temps à l'école. En discutant, ils se sont perdus dans leurs pensées et ont commencé par s'embraser. Malia, avec son Louis très actif, entend l'arrivée de quelqu'un venant de loin. Juste en ce moment, Liam est arrivé avec une grande ardeur mais est renversé par Malia. Ensuite, il déclare que Scott est en danger. En ce moment, Scott et Kira se précipitent vers le lycée. En chemin, ils s'arrêtent pour passer un bon moment mais fuient interrompre par la présence de la créature. Scott est mis à terre rapidement. Kira sort rapidement son katana pour essayer d'arrêter la créature mais est maîtrisée et mise à terre rapidement d'un seul coup de main. La créature se retourne ensuite vers Scott pour terminer ce qu'il a commencé en lui disant s'il est un vrai alpha de venir la combattre. Un autre combat s'ensuit mais Scott fuit et vaincu à nouveau. Au moment où la créature s'apprête à éliminer la Scott, un autre loup-garou nommé Théo apparaît sur le lieu de combat pour essayer d'aider Scott, mais lui aussi n'a pas pu tenir le coup face à la créature et fuit éliminé facilement. Scott à nouveau debout essaie de se battre mais est arrêté par la créature. Ayant le contrôle total de la situation, il enfonce ses griffes bleues dans le ventre de Scott pour aspirer son pouvoir et Scott s'affaiblit lentement. C'est à ce moment que Styles et les autres sont arrivés. La créature, croyant avoir contrôlé la situation, fut surprise de voir Scott reprendre sa force de loup-garou alpha.
Lentement Scott se relève et arrive à briser le bras de la créature et arrache les morceaux de griffes insérés dans sa poitrine. Tout en étant dans sa forme de loup-garou, Scott avoue qu'il ne sait pas ce qu'il cherche mais il lui laisse le choix de partir. Soit il continue de se battre et mourir sur le champ. La créature n'ayant aucune chance s'enfuit rapidement. Après le départ de la créature, le nouveau loup-garou Théo se présente au groupe et Scott se rappelle de lui d'avoir fait le cours primaire ensemble. Les quatre retournent au lycée et retrouvent Lydia en pleine forme qui se plaint de leur absence depuis longtemps. Le groupe se dirige ensuite à la cérémonie où tout le monde passe un par un et écrit leur nom avec du feutre sur une étagère. Arrivé au tour de Scott, il mentionne son nom et celui d'Allison également avec une grande tristesse car elle est morte, mais elle est toujours présente dans leur cœur à jamais. Pendant ce temps, la créature revient auprès de ses mentors à un endroit étrange et demande encore un peu plus de force pour vraiment éliminer Scott la prochaine fois. Dans un instant, des individus masqués apparaissent, lui rappellent que l'échec n'est pas toléré, que leur temps est compté et le tuent immédiatement. Succombé par terre, plusieurs oiseaux sortent de son corps et s'envolent. Lydia, toujours à l'hôpital, est interrogée par le docteur qui se fait passer pour son amant aidant et lui demande ce qui s'est vraiment passé à elle et ses collègues au lycée. Lydia, perdue dans ses pensées, ne sait pas vraiment quoi dire et le docteur sort une petite machine pour la forcer à parler. La scène se déplaça vers la clinique vétérinaire. Scott apporta une griffe du loup-garou mutant pour analyse. Le vétérinaire conclut qu'il s'agissait d'une griffe d'aigle. Mais comment un loup-garou pouvait-il faire pousser une telle chose? Pire encore, elle pouvait absorber le pouvoir de l'alpha. Le vétérinaire avertit que, bien que le pouvoir d'un véritable alpha ne puisse pas être pris par des moyens ordinaires, quelqu'un perturbait l'ordre naturel. Il expliqua que seul un bêta créé par Scott lui-même, comme Liam, pouvait potentiellement prendre son pouvoir. Bien que Scott ait confiance en Liam, il fronça les sourcils, réalisant que Théo, le bêta nouvellement rejoint, pourrait avoir des arrière-pensées. À leur insu, ceux qui enfreignaient les règles surnaturelles étaient les redoutables médecins, créant des monstres légendaires. Styles se méfiait profondément de Théo. Utilisant l'autorité de son père en tant que shérif, il a enquêté sur les antécédents de Théo, découvrant une vieille contravention émise au père de Théo 8 ans auparavant. Malia, la petite amie de Styles, ne comprenait pas pourquoi il était si hostile envers Théo. Juste à ce moment-là, Théo s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux et leur fit un signe de la main enthousiaste. Malia questionna la méfiance de Styles, et Styles répondit fermement. C'était parce qu'il se souvenait de l'apparence de Théo 4 ans plus tôt, et il était sûr que ce n'était pas Théo. Pendant une pause, Styles a confronté Scott pour interroger Théo et découvrir la vérité sur son identité. Théo expliqua comment il était devenu un loup-garou. Une nuit, alors qu'il s'entraînait à faire du skateboard, il tomba et se blessa à la jambe. Le skateboard volant, étrangement, ne fit aucun bruit à l'atterrissage. Lorsque Théo leva les yeux, il vit une créature monstrueuse qui le tenait, un loup alpha musclé aux yeux rouges. Théo fut mordu à l'abdomen et transformé en loup-garou. De tels alphas étaient rares. Styles insista, demandant pourquoi Théo n'avait pas rejoint la meute de l'alpha. Théo répondit qu'il venait de vivre sa première pleine lune lorsque le loup alpha mourut tragiquement. Styles poursuivit plus loin, sceptique quant à une telle coïncidence et sous-entendant que Théo mentait. Obligé d'élaborer, Théo dit que l'alpha avait été tué par 2 loups bêta de la meute, qui avaient ensuite pris le relais. Scott et Styles échangèrent un regard. Ces 2 bêtas étaient probablement les fameux loups jumeaux. L'histoire de Théo avait désormais du sens, car les loups-garous pouvaient détecter les mensonges en écoutant les battements de cœur. Le rythme cardiaque de Théo resta stable tout au long de l'histoire. Pourtant, Styles n'était toujours pas convaincu. Théo raconta ensuite divers détails personnels pour valider son identité. Cela finit par convaincre Scott, à la grande frustration de Styles. Bien que l'identité de Théo ait été vérifiée, Styles était déterminé à découvrir ses véritables motivations. Après avoir gagné la confiance de Scott, Théo a cherché à gagner sa sympathie, déplorant sa solitude de loup-voyou et exprimant son désir d'un sentiment d'appartenance, un endroit où il pourrait se reposer, comme un grand arbre offrant de l'ombre. Avant que l'interrogatoire ne puisse continuer, la cloche de l'école a sonné. Scott a été influencé par la vulnérabilité de Théo, mais Styles est resté prudent, convaincu que Théo cachait quelque chose. Plus tard, Styles a volé les documents de transfert de Théo au bureau de l'école. En les comparant à une contravention vieille de 8 ans, il a découvert une incohérence. La signature sur le formulaire de transfert présentait des signes de tremblement, indiquant qu'il s'agissait d'un faux. Cependant, les amis de Styles ont rejeté ces inquiétudes comme de la paranoïa. Frustrés par leur incrédulité, Styles s'est déclaré avec colère le seul à voir la vérité au milieu du chaos. Après l'école, Styles et Liam ont suivi Théo jusqu'à la périphérie de la ville. Ils ont trouvé Théo debout sur un pont en bois, regardant au loin avec mélancolie. Les loups-garous pouvaient sentir les signaux chimiques émotionnels, alors Styles a exhorté Liam à flairer les sentiments de Théo.
Liam a détecté de la tristesse, réalisant que Theo pleurait sa défunte sœur. Embarrassé par leur intrusion, Styles a rapidement essayé de reculer, mais Theo les avait déjà remarqués. Se tournant vers eux, il a demandé, avec une curiosité feinte, pourquoi ils le suivaient. Styles refusa de répondre. Allant droit au but, Theo demanda pourquoi Styles ne lui faisait pas confiance. Acculé, Styles révéla la différence de signature, sa seule piste. Ayant été attrapé, Theo joua la carte de l'émotion, disant qu'il avait rejoint la meute de Scott parce qu'il voulait trouver des amis prêts à risquer leur vie pour se protéger les uns les autres, comme ils le faisaient tous. Les paroles sincères de Theo laissèrent Styles sans voix. Peu de temps après, Scott arriva. Bien qu'il ne grondât pas Styles, ce dernier était frustré par son manque de progrès. De colère, il frappa la voiture, se blessant à la main. Scott enroula doucement sa grande main autour de celle de Styles, absorbant sa douleur. Malgré leurs opinions divergentes sur Theo, leur lien resta inébranlable. De retour chez lui, Theo confronte ses prétendus parents en brandissant les deux signatures qui ne correspondent pas. Les faux parents, terrifiés, ne peuvent que trembler de peur. Theo remarque calmement que les signatures devraient correspondre parfaitement. Ignorant les excuses balbutiées de son père, Theo propose une explication raisonnable. Le bras de son père devait être dans le plâtre, ce qui rendait l'écriture difficile. Résolu, Theo saisit un marteau et, d'un air sinistre mais calme, fracasse la main de son père. Pendant ce temps, une fille nommée Tracy vomissait une flaque de liquide noir mélangé à des plumes de corbeau. Récemment, elle avait été en proie à des cauchemars récurrents où 3 médecins de style cyberpunk modifiaient son corps. Réveillée en sursaut par le rêve, elle remarqua des corbeaux qui tournaient autour de sa lucarne. Alors qu'elle tentait de se rendormir, elle se rendit compte que la lucarne était ouverte. Alors qu'elle tentait de la fermer, une main surgit de l'obscurité et la tira vers le bas. Tracy confia à la conseillère d'orientation scolaire les choses étranges qui lui arrivaient. La conseillère la rassura en lui disant que la plupart des rêves n'étaient qu'un moyen pour le cerveau de s'entraîner à gérer les crises, suggérant que Tracy était simplement trop anxieuse. Mais ce qui s'est passé ensuite a bouleversé la compréhension du conseiller. Tracy a vomi une autre flaque de liquide mélangé à des plumes de corbeau. Après avoir quitté le bureau, Tracy avait l'air effrayée, évitant la foule et évitant le rire et la joie. Alors qu'elle ouvrait son casier, le couloir plongea soudain dans l'obscurité. Le bruit des crépitements d'électricité et des chocs métalliques résonna dans ses oreilles, comme si elle avait glissé dans un cauchemar éveillé. Paniquée, elle ouvrit rapidement son casier et en un clin d'œil, le monde redevint lumineux. Le bruit des étudiants autour d'elle lui apporta un certain réconfort. Dans le couloir sombre, du sang commença à couler de son casier. Soudain, les terribles médecins de ses rêves rampèrent vers elle, pas à pas. La jeune fille impuissante ne peut que fermer les yeux et murmurer à elle-même « Il n'y a rien là-bas. Ce n'est qu'un rêve. » Mais en un instant, les terribles médecins étaient juste devant elle. Leur présence oppressante lui rendait la respiration difficile. Juste à ce moment-là, une voix l'appela par son nom, c'était comme une bouée de sauvetage, la tirant hors du cauchemar alors qu'il commençait à s'effondrer. Une silhouette familière se présenta devant elle, c'était Lydia. La conseillère scolaire était la mère de Lydia, donc Lydia avait eu vent des étranges expériences de Tracy. Après le départ des deux filles, 4 marques de griffes sont apparues sur le casier de Tracy, confirmant qu'elle n'était pas une personne ordinaire. Pour aider Tracy à enquêter sur ses rêves hantés, Lydia a fait appel à l'adjoint. Il semblait y avoir une alchimie croissante entre les deux, une romance potentielle se préparait entre la brillante beauté de l'école et l'adjoint stoïque. Tracy habitait dans une chambre mansardée et l'adjoint inspecta soigneusement sa lucarne. La fenêtre, soi-disant scellée, avait en effet été trafiquée. Lorsque l'adjoint monta sur le toit, son expression devint sombre tandis qu'il observait la scène. En bas, Lydia et Tracy lui demandèrent ce qu'il avait vu, mais l'adjoint choisit de garder ça pour lui. En vérité, le toit était jonché de cadavres de corbeaux. Pour enquêter davantage, l'adjoint décida de monter la garde cette nuit-là, et Lydia se porta volontaire pour rester avec lui. Pendant ce temps, Liam faisait face à son propre dilemme. Son meilleur ami, Mason, était récemment devenu obsédé par la recherche de créatures mythiques après avoir rencontré un berserker. Mason ne savait pas qu'un loup-garou était à ses côtés tout le temps. Avec les encouragements de Styles, Liam a décidé d'avouer la vérité à Mason. Ils ont convenu de se retrouver à l'école le soir. À la tombée de la nuit, l'adjoint montait la garde devant la maison de Tracy. Mais, sans qu'il le sache, Tracy n'était plus dans son grenier. Son comportement avait complètement changé. Son visage était impassible, ses yeux étaient froids. Peu de temps après, Lydia arriva. Elle et l'adjoint supposèrent que Tracy était toujours dans sa chambre, et leur surveillance se transforma rapidement en une conversation informelle qui ressemblait davantage à un rendez-vous.
De retour à l'école, alors que Liam s'apprêtait à révéler son secret, un loup sauvage apparut, les traquant. En une fraction de seconde, Liam se transforma en loup-garou juste devant Mason, poussant un rugissement semblable à celui d'une oie qui fit fuir le loup. Mason passa de l'incrédulité à la pure excitation. Le loup sauvage s'enfuit vers les faubourgs de la ville, pour se transformer en un bel homme, Théo. Non seulement Théo pouvait se transformer complètement en loup, mais il gardait également le contrôle total de lui-même. Avec un sourire malicieux, Théo s'élança nu dans les bois. Au laboratoire des docteurs de la terreur, Tracy, qui était somnambule, s'est enfin réveillée. Au début, elle pensait que c'était juste un autre cauchemar humide et que rien de tout cela n'était réel. Mais alors que le trio de docteurs de la terreur l'entourait, se préparant à effectuer de nouvelles expériences, la réalité la frappa de plein fouet. Ils lui injectèrent un mystérieux liquide et Tracy cessa de se leurrer. Ce n'était pas un rêve. La lucarne brisée, les marques de griffes sur son casier, tout cela était de son fait. Le monstre à l'intérieur de Tracy se réveillait. Pendant ce temps, un fauteur de troubles nommé Donovan a effrontément menacé le shérif au milieu de la station. Cela a rendu furieux son avocat, qui avait travaillé pour obtenir une réduction de peine pour Donovan. L'avocat a maintenant réalisé qu'il n'y aurait pas d'accord. Au contraire, Donovan pourrait être condamné à 3 à 5 ans de prison supplémentaire pour son comportement. Sur le chemin de la prison, le transport de Donovan prit une tournure terrifiante. Le policier qui conduisait se retrouva soudain paralysé, incapable de bouger les mains ou les pieds. Une créature rôdait sur le toit de la voiture. Lorsque le véhicule s'arrêta, une fille surgit. Ce n'était autre que Tracy, désormais l'une des expériences des Dread Doctors. D'un seul coup de poing, elle tua le policier, son sang giclant partout. Alors que Donovan tentait de s'échapper, les deux médecins l'ont rattrapé et lui ont percé le crâne. L'affaire a rapidement dépassé les capacités de la police. Le shérif demanda à Scott d'utiliser ses sens aiguisés pour traquer Donovan. Bien sûr, Scott a trouvé un Donovan terrifié, mais il n'était pas seul. Théo avait observé depuis l'ombre. Durant l'interrogatoire de Donovan, il fut tourmenté par des murmures et des bruits de grincement d'engrenages dans sa tête, un effet secondaire de ce que les docteurs de la terreur lui avaient implanté. Mais Donovan garda cela pour lui, admettant seulement que Tracy avait tué l'officier et l'avocat. Le shérif relaya cette information à Scott et aux autres, sachant que lorsqu'il s'agissait de menaces surnaturelles, seule la meute de loups-garous avait une chance. La meute s'est réunie pour discuter de la façon de capturer Tracy. Mason, qui rejoignait leur groupe pour la première fois, était ravi de constater qu'il y avait tant de loups-garous autour de lui. Juste à ce moment-là, Tracy, disparue, est apparue de manière inattendue en classe. Elle gardait la tête baissée, haletante, comme une bombe à retardement prête à exploser. Pour protéger tout le monde, Liam a intentionnellement déclenché l'alarme incendie pour évacuer les élèves. Mais alors qu'il partait, une fille au bon cœur a essayé d'aider Tracy, mais Tracy lui a attrapé le bras d'une poigne de fer. La fille a grimacé de douleur, incapable de se libérer. La meute s'est lentement approchée, essayant de calmer Tracy, mais à ses yeux, ils étaient tous les Dread Doctors de ses cauchemars. Les frontières entre la réalité et les rêves se brouillèrent, laissant Tracy incapable de distinguer la vérité. Finalement, elle libéra la fille et s'effondra au sol, sa bouche dégoulinant d'un étrange liquide argenté. La meute l'emporta rapidement, la fille blessée déconcertée par ce qui s'était passé. Méfiante, elle se retira malgré les tentatives de Liam pour la surveiller. Cependant, alors qu'elle lavait le sang de son poignet, elle remarqua quelque chose de choquant. La blessure avait complètement guéri sans laisser une seule cicatrice. Tracy, inconsciente, fut emmenée à la clinique vétérinaire. Après examen, le vétérinaire découvrit des traces de greffe de peau sur son épaule, probablement issues d'un autre organisme. Quant au liquide argenté, même le vétérinaire était perplexe. Plus étrange encore, la peau de Tracy était incroyablement résistante. Même les instruments chirurgicaux tranchants ne pouvaient pas faire une égratignure. Par mesure de sécurité, le vétérinaire utilisa de la poudre de frêne pour créer une barrière autour de la clinique, une barrière qu'aucun être surnaturel ne devrait pouvoir franchir. Pendant ce temps, Lydia et Kira étaient chargés d'enquêter sur la chambre de Tracy, soupçonnant qu'elle était peut-être encore somnambule. Liam décida de consulter d'autres meutes de loups-garous pour obtenir des indices, mais ses efforts furent vains. En regardant une photo de Tracy, il se souvint soudain de quelque chose. Lors d'une surveillance avec Styles dans les bois, Liam était tombé dans une fosse boueuse où il avait trouvé un collier identique à celui de Tracy. De retour à la clinique, l'équipe a fait une découverte terrifiante. La colonne vertébrale de Tracy bougeait. C'était comme si elle était vivante. Lorsque le vétérinaire a appuyé sur son cou avec un doigt, la colonne vertébrale s'est déplacée. Quelques instants plus tard, le dos de Tracy s'est ouvert tout seul, giclant du sang sur Scott et le vétérinaire.
La vision grotesque devint encore plus horrible lorsque sa colonne vertébrale se détacha de son corps, se transformant en queue. Prise au dépourvu, la queue de Tracy fendit le groupe, les paralysant tous. Elle se jeta alors vers la barrière de cendres et la franchit sans effort. Cela n'aurait pas dû être possible. Aucune créature surnaturelle ne pouvait franchir une telle ligne. Même Scott avait à peine survécu à cette situation lorsqu'il avait accédé au statut d'alpha. Paralysé, le groupe ne parvenait pas à comprendre ce qu'ils avaient vu. Bien que les loups-garous guérissent rapidement, leur corps avait besoin de temps pour évacuer le venin. Malia fut la première à se remettre et se lança immédiatement à leur poursuite. Pendant ce temps, Liam, Style et Mason se rendirent dans les bois et trouvèrent la fosse boueuse dont Liam se souvenait. En se basant sur le sol et les empreintes de mains, ils déduisirent quelque chose de terrifiant. La fosse avait autrefois été une tombe. Quelqu'un y avait été enterré, mais avait creusé pour en sortir. Puisque le collier de Tracy n'était pas à l'intérieur, cette tombe appartenait probablement à quelqu'un d'autre. Cette pensée leur fit froid dans le dos. Combien de tombes comme celle-ci pouvait-il y avoir ailleurs? Tracy, désormais hors de contrôle, s'est précipité dans le commissariat du shérif. Le conseiller d'orientation scolaire était également présent. Là, Lydia et Kira se sont précipités sur les lieux pour trouver le commissariat en plein chaos. Les balles n'ont eu aucun effet sur Tracy. Elle était inarrêtable, sauf Kira, qui a réussi à la retenir. Lorsque Lydia a été blessée en protégeant sa mère, l'énergie latente de Kira a fait surface, l'entourant d'une aura lumineuse qui ressemblait à un puissant esprit de renard. Avec cette nouvelle force, Kira a frappé et sectionné la queue de Tracy d'un seul coup. À la clinique vétérinaire, Theo se présente. Il propose d'aider Scott, affirmant qu'il veut donner un coup de main mais ne cherche pas à rejoindre la meute de Scott ou à se conformer à ses règles. C'est un geste calculé, que Scott ne peut refuser sans paraître déraisonnable. Blessé et vaincu, Tracy s'enfuit dans un sous-sol. Malia arrive peu après avec Kira, épuisée par le combat, et Lydia qui reste pour s'occuper d'elle. C'est à Malia qu'incombe la tâche d'affronter Tracy. Avant que Malia ne parte, Lydia l'avertit que Tracy est toujours somnambule et qu'elle doit se réveiller. Au sous-sol, Malia trouva Tracy qui n'était toujours pas dans sa forme monstrueuse finale, ce qui rendit le combat équitable. Les deux s'affrontèrent férocement, échangeant coup pour coup. Finalement, Malia saisit son opportunité et plaqua Tracy au sol. Essoufflée, Tracy sortit de sa transe. La fureur meurtrière dans ses yeux avait disparu, remplacée par le regard effrayé d'une fille sans défense. Elle semblait plus perdue que dangereuse maintenant. Malia réprima son instinct de frappe, choisissant plutôt de parler calmement. Elle essaya de tout expliquer, de faire comprendre à Tracy que c'était réel et qu'elle ne pouvait pas continuer à le nier. Mais avant que Tracy ne puisse comprendre ce qui se passait, deux des docteurs de la terreur apparurent. L'un injecta à Tracy un mystérieux liquide, tandis que l'autre retint Malia avec aisance, démontrant ainsi sa force incroyable. Submergée, Malia s'effondra de désespoir. Tracy n'était pour eux qu'une autre victime, une expérience ratée.